Monsieur Denis Kadima, bonjour. Bonjour Christian. Vous n'étiez pas que candidat, vous êtes surtout le CEO de l'EISA, l'Institut électoral pour une démocratie stable en Afrique. Un institut qui a fait beaucoup de campagnes sur le continent. Qu'est-ce que Denis Kadima de l'ISA vient faire à la CENI? Oui, merci beaucoup Christian de cette opportunité. Effectivement, je suis avec AISA depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans en fait, parce que je suis revenu à AISA. Et à part AISA, j'ai travaillé aussi pour les Nations Unies dans des grandes élections ou référendums, comme au Soudan et en Tunisie. J'ai participé à près de 80 processus électoraux et politiques. Dans mes documents, on dit 60, mais c'était en 2019 que le dernier comptage a été fait, mais c'est autour de 80 processus électoraux. Alors, j'ai beaucoup fait ailleurs. Et j'ai pensé que le moment était venu de venir dans mon pays et apporter ma pierre, étant donné les ratés que nous avons eus sur un homme. Quand vous voyez les dernières élections, on commence même avec 2006, il y a eu presque une guerre civile. Et puis en 2011, il y avait aussi des élections chaotiques. Et les dernières, en 2018, n'ont pas été meilleures. Alors je me suis dit, mais pourquoi rester dehors? Il faut que j'entre aussi dans la danse, que j'apporte ma contribution, qui est assez énorme parce que AISA, c'est une institution qui couvre tous les continents. Nous avons des programmes avec l'Union africaine, avec la SADC, avec la CEAC, la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Toutes ces institutions ont des mémorandums avec nous. Et j'ai ouvert des bureaux à travers le continent. Et on a une grande expérience à apporter au pays. Et vous quittez cette organisation huilée, structurée, bien organisée, pour venir à la CENI? Absolument. Absolument, parce que je ne peux pas continuer à être spectateur. J'ai des programmes au Congo depuis 2004. Avant, c'était des programmes, on venait, on partait. Mais depuis 2004, on a un bureau ici. Et je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Je peux changer beaucoup de choses. Par exemple? Parce que j'ai l'expérience. D'abord, il faut comprendre que quand nous parlons d'élections crédibles, d'élections transparentes, inclusives, participatives, des élections apaisées, ce n'est pas un slogan. Il y a des choses qu'il faut faire pour en arriver là. Qui n'ont pas été faites au Congo? Qui n'ont pas été suffisamment faites et dans certains cas qui n'ont pas été faites. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tous les résultats enregistrés au Congo dans les trois processus, 2006, 2011, 2018, reflètent l'expression des suffrages? Écoutez, chaque fois que nous avons eu des élections, il y a eu des protestations par rapport aux résultats. Ça signifie déjà qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de ces résultats. Et vous viendrez organiser une élection où tout le monde sera content? C'est ce que je vais faire, c'est ce que je compte faire. Si je l'ai fait ailleurs, je peux le faire aussi ici. Le référendum que j'ai fait organiser au Soudan a été plébiscité en ce moment-là par les Nations Unies comme leur meilleur processus. Donc, je ne dis pas que c'est moi-même, je vais travailler avec une équipe. Ce n'est pas moi seul. Celle de la CENI? Celle de la CENI, parce que je pense que le leadership, le leadership est important. C'est-à-dire, il faut imprégner un certain rythme, certaines valeurs, et ça va se faire. Ça ne sera pas facile, je ne suis pas naïf, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Vous suivez le processus de désignation depuis le début? Oui, en fait, depuis, parce que nous avons déposé, moi personnellement, j'ai déposé ma candidature au mois de juin. Ah, auprès de qui? C'est ça la question, auprès de qui? C'était en 2000, je vous donne l'année d'abord, c'était en juin 2019. J'ai déposé ma candidature à la CIM. La CIME, certains disent CIM, certains disent CIME. C'est des confessions religieuses, il y en a 6. J'ai déposé auprès d'eux. J'ai voulu aussi déposer auprès des catholiques, mais il n'y avait pas un mécanisme de réception de candidature. Donc auprès des autres, les 6 autres, à part l'Église catholique et les protestants, tout à fait. Il y avait un mécanisme de dépôt des candidatures ouvert. C'était un mécanisme où vous déposez votre CV et puis on vous invite pour un entretien et vous donnez votre vision. Et finalement, on retient ou on ne vous retient pas. Donc votre candidature a été portée par la CIME? Oui, la CIME, ces confessions m'ont interviewé et ont trouvé, en fait, la plupart du temps, quand elles faisaient leur évaluation technique, ma candidature était toujours la première. Toujours la première. C'est les échos que je recevais d'eux parce que j'apporte beaucoup plus que
Les autres candidats, je n'ai pas vu leur CV, mais c'est ce qu'eux me disaient. Alors, vous êtes au fait de l'avancée de l'organisation des élections sur le continent, Oui, du fait de l'EISA. oui. Vous présentez votre candidature et vous participez au dernier partage ou au dernier choix du président par les confessions religieuses. Tout à fait. Cependant, il avait été dit qu'il faut un débat ou une réforme avant la désignation. Tout à fait. Pourquoi vous lancez-vous quand même dans l'affaire? Écoutez, les réformes sont importantes, moi aussi je suis d'accord. En fait, j'ai un programme conçu par moi-même et pour lequel j'ai obtenu le financement qui porte sur les réformes. Ça avait commencé avec l'observation électorale. Vous connaissez la CIMOCEL, c'est un groupe que je supporte, c'est-à-dire mon organisation finance et apporte un appui technique à ce groupe-là. Donc, un programme conçu qui, après l'observation électorale, nous sommes passés aux réformes électorales. Donc, en ce moment, il y a un programme qui tourne autour des questions des réformes électorales parce que j'y crois. J'ai vu ce qui s'est passé. Oui, mais ces réformes électorales, elles doivent arriver avant ou après la... Justement, j'y arrive. Je voulais juste que vous sachiez que je suis pro-réforme et j'ai un programme en ce moment qui travaille dans ce sens-là. Est-ce que les réformes doivent venir avant la désignation? Oui, ça serait l'idéal. Et c'est pour ça que j'ai développé ce programme-là. Mais en même temps, on n'a pas le contrôle des réformes électorales. Ça, c'est un contrôle, ça, c'est le Parlement qui a ce contrôle, disons l'Assemblée nationale et les autres Mais politiciens. participer à cette élection avant les réformes, Oui. c'est aller à l'encontre de ce que vous prenez. Non, ce n'est pas aller à l'encontre. Je suis réaliste. Je me dis ceci. Moi, je veux bien qu'il y ait des réformes parce que je sais qu'il y a beaucoup de domaines à améliorer. Cependant, le régime, quand je dis régime, je veux dire le cadre, le mandat d'abord de la CENI est déjà arrivé à terme. Et les gens ont commencé à déposer leurs dossiers parce qu'il n'y a pas un autre mécanisme que celui-là. Et alors, je dépose aussi ma candidature parce que je n'ai aucun contrôle sur l'initiation même de ces réformes. En même temps, je me dis ceci. La commission électorale de la RDC a une particularité que d'autres n'ont pas. Il jouit de beaucoup de privilèges en matière de réglementation des élections. Je vous donne un exemple. Quand la loi dit que le vote électronique est autorisé en RDC et s'arrête là, et il faut des mesures d'application et c'est la CENI qui initie cela. Donc vous voyez, si vous avez une CENI ouverte, vous pouvez appeler les parties prenantes, particulièrement les partis politiques, et discuter de ce type de questions. Donc cette réforme peut être faite par la CENI elle-même. Absolument, absolument. C'est-à-dire si la CENI veut obtenir un consensus, ils peuvent appeler les acteurs et dire voilà, nous avons cette machine, qu'est-ce que vous en pensez? Ou à la lumière de ce qui s'est passé en 2018, quelles sont les améliorations à apporter? Faut-il la garder ou bien faut-il rentrer à la case de départ? Donc au niveau de la CENI, que ce soit la machine à voter, que ce soit le seuil de représentativité, c'est des choses qui peuvent être discutées avec les parties prenantes pour atteindre un consensus et avoir des élections moins conflictuelles. Donc aujourd'hui, la réforme dont tous les hommes politiques appellent, dont les confessions religieuses, malgré le fait qu'elles aient organisé ce choix en dehors de ces réformes, ont organisé, ces réformes, l'appel à ces réformes est un appel en vain. Je ne sais rien. J'essaie de vous dire que... inutile en tout cas. Ce n'est pas inutile. Utile oui, mais pas nécessaire. Utile, nécessaire, mais dont je ne contrôle pas les tenants et les aboutissants. Pourquoi? Parce que les réformes, c'est quoi? Les réformes peuvent être faites au niveau légal. Et là, il faut passer par le Parlement. Mais vous pouvez aussi faire des réformes au niveau réglementaire ou opérationnel. Et là, la CENI a le champ libre pour faire ça. Oui, mais vous avez dit qu'avec la CIMOCEL, en République démocratique du Congo, vous avez déjà établi un programme de réforme. Correct. Quelles sont-elles? Constitutionnelles ou réglementaires? C'est l'ensemble. Au départ, c'était... Parce qu'en fait, on a commencé ça aussitôt après les élections de 2018. On avait beaucoup de temps. Ça va tour des élections, le système électoral, les élections des sénateurs qui ont posé des problèmes. On parle même de l'inscription des électeurs. Nous recommandions même à l'époque qu'il y ait d'abord un recensement de la population. Et une fois qu'on a la liste de la population, on peut en extraire la liste électorale. Donc c'est en fait tout.
est là-dedans. Mais plus les jours passent, plus les années passent, moi je me dis, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un plan minimaliste? Est-ce que c'est réaliste de faire des réformes qui vont faire en sorte que les élections soient moins contestées par les uns les autres? Non, mais c'est... Vous posez la question de qu'est-ce qui est réaliste? Ce qui est réaliste, ce qui est réaliste, est-ce que nous pouvons en ce moment faire des réformes sur tous les aspects qui nécessitent des réformes? Des réformes devraient... Il faut avoir le temps, il faut avoir tout un cycle pour faire des réformes. Combien d'années? Déjà, en fait, le nouveau cycle commence à la fin de l'ancien. C'est-à-dire, aussitôt que vous avez fini les élections, vous devez passer par une évaluation. On a déjà entamé 2 ans. On a déjà entamé 2 ans. C'est pour ça que je me dis, bon, est-ce qu'on aura des réformes? Parce que jusque-là, les gens qui parlent, ils parlent en dehors des institutions de l'État. C'est des individus, ou bien la société civile. C'est eux qui parlent. Mais on n'a rien entendu des autorités. C'est les autorités qui doivent porter ces réformes. Alors moi, je connais ces mécanismes-là parce que je le fais dans d'autres pays. Je sais que quand vous arrivez à presque 3 ans des élections, vous devez être très prudent, sinon il y aura un glissement. Il y aura un glissement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un glissement? Les réformes n'ont même pas encore commencé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, ça ne dépend pas de moi, mais moi je me dis ceci. Voilà, si ça dépendait de vous, qu'est-ce que vous feriez? Si ça dépendait de moi, j'allais combiner les choses. J'allais d'abord avoir un temps limité pour les réformes. J'allais dire, on les fait en, je ne sais pas, 4, 5, 6 semaines au plus. C'est possible. Ah, c'est possible, c'est quoi? Les réformes, c'est d'abord s'asseoir, identifier les domaines, faire des recommandations, et puis les gens qui ont des juristes ou bien des légistes vont alors, enfin ceux qui ont fait la légistique, c'est comme ça qu'on appelle ça, vont écrire ce qu'il faut faire, et puis il faut que le texte soit acceptable. Il faut pas, et c'est quelque chose qui doit être contrôlé. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. On n'est pas qu'en termes de semaines là. Au-delà de ça, il y a des dispositions qui vont nécessiter la réforme constitutionnelle. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que ça se fera? Est-ce qu'il n'y aura pas de dérapage politique? Il faut être conscient du fait que vous pouvez initier, mais vous n'avez pas le contrôle de ce qui vient après. Alors, c'est pour ça que moi je me dis, si je veux être réaliste, je peux, en tant que président de la commission électorale, si je le devenais, je vais permettre à certaines discussions d'avoir lieu, à certaines améliorations, comme j'ai dit, sur le plan technique, opérationnel et réglementaire, d'être apportées au processus. Ça, c'est des choses possibles qui sont dans l'air que je contrôlerais si j'étais président de la commission. Oui. Mais alors, tout ce qui se fait en dehors, j'appuie parce que c'est de bonnes idées, mais je me dis, si on ne peut pas faire ça aujourd'hui, on peut faire ça l'année, si on ne peut pas faire durant ce cycle, on peut le faire le cycle prochain, mais faisons ce que nous pouvons contrôler au cas où on serait aux affaires. Aujourd'hui, le blocage de la désignation de M. Ronsard fait votre affaire, on dira, parce que vous étiez candidat comme lui. Oui. Mais est-ce que le temps gaspillé à dialoguer autour ne fait pas l'affaire de ceux qui pensent que les élections ne doivent pas avoir lieu en 2023? Je ne sais pas s'il y a des gens qui disent que les élections n'aient pas lieu en 2023. Apparemment, la société civile l'a dit ici. Okay. Si on continue ce dialogue autour d'une réforme éventuelle ou faisable, en tout cas ceux qui poussent le plus, ce sont ceux qui n'ont pas envie qu'en 2023 il y ait des élections parce que le temps nécessaire pour l'organisation des élections locales et des autres élections, parce que les élections locales depuis 2006 on ne les a pas eues, ne sera pas suffisant à la tenue des élections en 2023. Bon, écoutez, dans tous les cas, le temps est en train d'être perdu. Ça, j'admets que nous avons une commission électorale qui est sortante et il n'y a encore rien par rapport à la nouvelle commission. C'est toute une procédure. Il faut que les partis politiques s'organisent avec leurs 10 membres et puis il faut que la société civile aussi le fasse. Et le Parlement et la présidence de la République, il faut qu'ils prêtent serment. Il y a tout un tas de choses à faire. Donc, je comprends qu'effectivement, le temps passe. Et justement, tout ce qu'il y a comme débat de nos jours sur la désignation des membres de la commission électorale, je pense qu'on commence à pousser ce débat un peu trop loin et nous oublions l'essentiel. Parce que l'essentiel, au fond, c'est quoi? C'est que le peuple congolais veut d'un processus électoral qui soit meilleur à ce que nous avons eu dans le passé. Ils veulent que ceux qui veulent participer au vote soient en mesure d'être inscrits comme électeurs. Il faut que les Congolais, par exemple, de l'étranger, qui n'ont pas pu
voter en 2018. Il faut que, en conformité à la loi, qu'on leur permette aussi de voter. Donc, de s'inscrire comme électeur et de voter. Et ça, il y a plein de choses qu'il faut faire. Nous avons, pour le moment, parce qu'il y a des sérieux, il y a des enjeux, il y a des questions dont nous devons débattre, aussi bien en dehors de la commission électorale que de l'intérieur. Le pays fait face à une grave maladie qui paralyse beaucoup de secteurs. Notre balance de paiement est en difficulté. Alors, dans ces conditions-là, il faut réfléchir. L'État est en train de puiser dans sa caisse, dans la trésorerie, pour protéger la population congolaise. Il faut faire face à d'autres problèmes sociaux. Et puis, nous irons aux élections avec quels moyens? Ce n'est pas évident que nous aurons des moyens. Voilà les sujets que nous devons débattre. Il faut protéger les électeurs durant l'enrôlement, durant la campagne électorale et durant le vote. Et comme l'État n'a pas de moyens, il faut savoir toquer à la porte, demander la solidarité internationale. Et cette solidarité, on ne peut l'obtenir que si vous êtes crédible. Aujourd'hui, cette solidarité internationale, le pays a organisé des élections tout seul. Oui. Est-ce qu'il doit retourner à cette solidarité internationale? C'était une très bonne chose que le pays puisse être à même d'organiser les élections lui-même, c'est-à-dire de les financer. Mais nous sommes dans un contexte où nous savons tous que les choses sont difficiles. Nous n'avons pas assez de production pour avoir des recettes, tout ça. À ce moment-là, il est très possible que nous recourions à la solidarité internationale. Et pour faire cela, il faut comprendre comment elle fonctionne. Il faut avoir une certaine crédibilité dans la gestion. Parce que je vous parle de moi j'ai une très grande expérience dans la levée des fonds et dans la gestion de ces fonds selon les normes de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Donc, et puis, ces institutions, les bailleurs de fonds, me connaissent personnellement et me respectent. Donc, je vous dis, moi, j'aimerais que nous débattions de ces choses-là, parce que si nous ne le faisons pas, ça sera dommage pour le Congolais, parce que 2023 risque d'être peut-être plus problématique que 2018. Ou que 2016. 2018. Oui, 2018 en termes... Oui, mais 2016, c'était là. Voilà. C'est ça. Avant de passer à un autre sujet... Aujourd'hui, vous êtes toujours candidat? Ah oui, je suis candidat. Mais à désigner par qui? Que pensez-vous de la performance des chefs religieux dans la sélection du candidat devant les représenter à la CENI? Oui. Vous continuez à leur faire confiance? Écoutez, je me dis ceci. Je me dis que les chefs religieux sont des êtres humains. Donc quand on est être humain, il y a un grand défaut qu'on peut avoir en tant qu'humain, mais il y a aussi une grande qualité qu'on peut avoir. En tant qu'humain, on est faillible. On peut commettre des erreurs. Et je pense qu'ils ont commis des erreurs. Je ne suis pas d'accord avec d'abord la règle de parrainage. On pourra revenir à ça. Parrainer les candidatures par l'une des confessions religieuses. Je pense que ce n'est pas un bon critère. Il faudra qu'ils réfléchissent un peu en profondeur. Les gens pensent que c'est une bonne chose, certaines pensent que c'est une bonne chose, mais je pense que c'est un peu discriminatoire. Mais ils ne sont pas qu'infaillibles, ils sont aussi perfectibles. Ils ont vu le tollé général, le tollé public qui a suivi certaines décisions qu'ils ont prises. Et je pense qu'ils sont perfectibles. Ils peuvent se raviser et faire mieux les choses. Est-ce que j'ai confiance en eux? Comme j'ai encore ma candidature là-bas, je dois leur faire confiance. Parce que c'est pour ça que je parle du fait qu'ils soient perfectibles. Donc, parce que dans tous les cas, c'est le mécanisme, c'est la voie obligée. Et j'ose espérer qu'ils vont tirer des leçons de ce qui s'est passé. C'est la voie obligée à la date d'aujourd'hui. Si réforme il y a, peut-être que ces églises qui ont été très perfectibles, parce que dirigées par des humains et qui ont montré, qui ont participé à ce désordre, au désordre actuel, pourraient ne plus être, selon vous, à la désignation du président de la CENI? Oui, évidemment, si vous parlez des réformes, nous sommes encore dans le monde de conjecture, parce qu'on ne sait pas s'il y aura réforme et on ne sait pas sur quoi les réformes vont porter. Pour le moment, comme je vous ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait des réformes, mais comme pour le moment nous sommes sous le cadre juridique des élections est tel que c'est eux qui jouent un rôle, en tout cas par rapport à la société civile, donc c'est elles, les confessions religieuses, les organisations des femmes et les ONG d'éducation civique et électorale, c'est la voie que je suis en train de suivre. Mais si ça changeait, si ça change, on s'adapte, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes, vous peut-être pas, mais un groupe d'ONG a saisi la justice pour votre compte. Vous soutenez leur action? Je suis au courant de ça.
Et la question qu'il faut poser, Christian, je ne vais pas vous apprendre à poser de questions, je sais que vous le faites très bien, c'est pour ça que je suis vos émissions. La question qu'il faut poser, c'est que pourquoi ces ONG l'ont fait? D'emblée, je vous dis que je ne les connais, je ne connais pas. Ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait parce qu'ils ont trouvé qu'il y a eu une certaine omission, pour ne pas dire injustice. L'injustice, c'est l'exclusion des ressortissants de la même province que le président de la République par les confessions religieuses dans le choix? Notamment cela, notamment le parrainage qui ne peut pas être expliqué. Nous avons déposé nos candidatures, c'est comme une demande d'emploi. Vous déposez votre candidature, on regarde votre profil, et puis on vous pose des questions, on voit votre vision, on voit l'expérience et tout. Et puis on vous retient parmi ceux qui vont être sélectionnés. Et pendant la séance, on ajoute d'autres critères, et des critères subjectifs. C'est un problème. C'est un problème. Ils ne l'ont pas fait assez de ce côté-là. Ils ne l'ont pas fait. Ils devront le faire la prochaine fois. Aujourd'hui, vous espérez une intervention personnelle du président de la République. On dit que vous êtes son candidat. Écoutez, j'apprends ça aussi dans les médias. J'ai appris que j'étais le candidat du président. Mais j'aurais voulu que la présidence m'appelle pour me dire « Ah, vous êtes notre candidat ». Je n'ai pas eu un tel message. Aucun contact avec le président? Aucun. En fait, il y a des gens parfois qui me contactent, qui se présentent pour n'importe... Enfin, des gens qui se vantent, qui peuvent réaliser ceci ou cela. Je reçois des appels des gens que je ne connais pas. Mais la présidence ne m'a pas contacté. Le président, je parle pas de l'institution, je parle du président de la République, Félix Tshisekedi. Non, le président de la République ne m'a pas contacté. Donc j'apprends dans les médias que j'étais son candidat et je me dis, mais si j'étais le candidat, Christian, réfléchissez un peu à ça, si j'étais le candidat du président de la République, vous pensez que aucune de ces 8 confessions religieuses ne m'aurait soutenu? Pourquoi? Parce que les présidents, les chefs d'État ont quand même beaucoup de pouvoir, beaucoup de moyens. Ils peuvent influencer les choses. Si j'étais candidat, en tout cas, et si j'étais appuyé par des forces politiques de cette ampleur, je pense que la situation serait différente. Vous seriez passé, vous auriez été désigné. Dans la logique de ceux qui disent que je suis appuyé par le président, leur logique est telle que, peut-être dans le passé, les nominations à ce type de postes dépendent quand même de la personne qui dirige l'exécutif national. Donc vous pensez que Ronsard Malonda doit sa désignation au fait d'une certaine proximité? Bon, lui on ne dit pas avec l'actuel, on dit avec le FCC. Je n'en sais rien, parce qu'en fait, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, si le président de la République m'appuie, si tel est le cas, je serais content qu'on m'appuie, je serais content que les autres partis politiques et regroupements politiques, comme le FCC, comme le CACH, ainsi que la MOUCA, puissent m'appuyer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que moi je veux? Je veux que tous, le président, l'Assemblée nationale, la société civile, je veux qu'ils voient en moi quelqu'un qui va répondre aux problèmes du pays par rapport aux questions des élections. Parce qu'en ce moment, nous voulons un renouveau. Vous ne faites pas le renouveau avec la même chose. Vous faites le renouveau avec des gens qui ont appris, qui ont quelque chose à apporter. Vous ne voulez pas, dans cette commission-là, quelqu'un qui va venir apprendre. Il faut des gens qui ont des expériences comparées, qui peuvent venir et dire « ça marchait dans tel pays, nous pouvons l'essayer, mais en l'adaptant à nos réalités ». Il y a ce qu'on appelle dans le domaine, dans notre jargon, les bonnes pratiques et les standards électoraux. Il y a des pratiques, on ne réinvente pas la roue. Il y a des moments où vous allez réinventer la roue si vous êtes le pionnier dans le domaine. Mais en tout cas, à ce qui me concerne, j'apporte une contribution et j'aimerais que tous nos leaders politiques, religieux et sociaux prennent conscience de ça. Je suis en train de laisser un travail que je faisais à travers le continent pour venir aider mon pays. Je pense qu'ils devront être plutôt fiers de ce courage et surtout de ce sacrifice, parce qu'on va, je sais que c'est pas facile. Déjà, vous me dites des choses qu'on dit de moi que je n'ai pas faites. On est en train de me demander de répondre sur les actions que des tierces personnes ont prises. Vous comprenez déjà que ce n'est pas une tâche facile, mais je me dis, certains disent que c'est de bonne guerre. Moi, je ne fais pas la guerre. Moi, je fais plutôt une compétition. Je me présente pour offrir mes services. Quand vous dites vous amenez de bonnes pratiques, vous sous-entendez comme d'autres que l'équipe sortante dont fait partie Ronsard Malonda ne doit plus être partie prenante dans l'organisation des futures élections? Leur expérience ne compte pas? Écoutez, on ne juge là un arbre que par ses fruits.
si je vous retourne la question, vous saurez vous-même répondre. Est-ce que l'équipe sortante a une bonne opinion sur la rue? Je doute, parce qu'il y a eu des rapports, pas seulement de la Cinco, mais de la Simon-Cell, des partis politiques, des organisations internationales. Les gens se sont dit que ce processus était entaché de beaucoup de défaillances. Oui, ça c'est connu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas les résultats par bureau de vote? On devait connaître le résultat des élections par bureau de vote, dont les résultats, nous ne les connaissons pas. Donc ça signifie que on doit faire les choses différemment. Votre proximité tribale, excusez-moi de poser la question, cela a été dit par les confessions religieuses, votre proximité tribale avec le président de la République n'est-elle pas un handicap pour vous? Bon, c'est un handicap aux yeux des gens qui voient les choses de cette façon-là, les gens qui prennent le raccourci tribal. Moi, je n'ai pas choisi mon ethnie, ma tribu, je ne l'ai pas choisi, mais le président est de ma tribu. Mais qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ça? Je ne peux rien faire. Moi, je pense que les gens ne doivent pas me juger sur base des choses que je ne contrôle pas. Si on vous dit, par exemple, que dans ma gestion, j'ai fait du favoritisme, oui, là, il faudra qu'on le dise et qu'on le prouve. Mais qu'on dise que parce que dans le passé, nous avons eu un président de la commission électorale qui était du même groupe ethnique que le chef de l'État de l'époque. Ça n'a jamais été soulevé comme un problème. Oui, on n'a jamais posé ça comme un problème. Pourquoi ça devient un problème maintenant? Mais je pense que c'est de l'arbitraire. Vous avez longtemps vécu à l'étranger? Oui. Beaucoup. Très longtemps? Très longtemps, depuis 92, 92. Quelle est votre connaissance de la RDC, en particulier de l'intérieur du pays où, en matière d'élection, tout semble se passer dans le secret le plus absolu? Oui, en fait, d'abord, je suis congolais, de naissance et de sang. Donc, de nationalité? Des nationalités. Toujours? Toujours. Et je vais vous donner un petit background sur ma vie, mais ça ne sera pas très long. J'ai commencé mon école à l'Athénée de Kalina. Ça, c'était l'école de la Gombe aujourd'hui. Aujourd'hui, Athénée de la Gombe. Et puis, je suis avec mon père qui était juge. Nous sommes allés à Bukavu. J'ai étudié au collège Alpha-Djiri. Donc, une école très bien réputée. On peut retrouver les traces. Et puis, je suis allé à Kisangani avec mes parents. Arrivé à Kisangani, j'ai étudié à l'Institut Mwangaza, qui était devenu, c'était Champagnard avant, c'est devenu Mwangaza. Et puis, j'étais au collège Maélé, avant de rentrer à Kinshasa, et j'ai terminé l'université. Enfin, j'ai eu mon diplôme d'État au collège Elikia, donc juste derrière la CENI. Donc, j'espère que c'est pas par hasard. Je plaisante. Mais donc, et puis, dans mon travail, j'étais à la banque commerciale zaïroise de l'époque. Aujourd'hui, BCDC. Oui, j'ai travaillé à Kalemi, Kolwezi, Likasi. J'étais dans beaucoup de coins du pays, et même les vacances, j'étais au Bandundu, à Massimanimba. Donc, et puis, je suis de Kinshasa. Je connais ce pays. Et au-delà de ça, tout le temps que j'ai été allé à l'extérieur, j'ai travaillé avec des Congolais. Depuis Malou Malou et Abbé Malou Malou, le défunt, j'ai travaillé avec toutes ces personnes, je me disais... De la CENI. De la CENI. Donc vous avez participé aussi de... C'est-à-dire, j'ai participé dans quel sens? Quand la CENI a été mise en place, je me suis dit, le Congo sort d'une guerre ravageuse, il nous faut passer maintenant par des élections. Nos leaders ne vont pas s'imposer sur nous parce qu'ils ont pris les armes, ça devra être à travers le vote. Et toute personne qui sera là, je vais l'appuyer. Je les ai fait venir en Afrique du Sud pour qu'ils apprennent un peu de l'expérience de ce pays. Je les ai fait venir au Botswana et tout. Je les ai beaucoup encadrés. J'ai encadré beaucoup d'ONG ici, des partis politiques. Tous les grands partis politiques, leurs secrétaires généraux venaient en Afrique du Sud participer à des activités conçues et financées à travers mon organisation, à travers moi-même. Donc, je connais le pays et je suis impliqué dans le pays depuis longtemps. Beaucoup de gens, je vais vous le dire, mais j'espère que vous n'allez pas prendre ça pour de l'arrogance, beaucoup de gens qui sont candidats aujourd'hui pour la commission électorale, 75, 75 peut-être, sont passés par moi en termes d'encadrement, en termes de formation. Très peu. S'ils ne sont pas passés par moi directement, j'ai formé leurs formateurs. Dont Ronsard Malonda. Je n'ai pas travaillé avec lui directement, mais j'ai travaillé avec Malou Malou. J'ai encadré Malou Malou, je ne le dis pas avec mépris. J'ai encadré, c'est-à-dire j'ai encadré mon compatriote qui dirigeait
une élection à l'époque de 1+4, c'était compliqué. Il fallait apporter de l'aide. Donc, j'ai encadré Malou Malou, aussi Malou Malou a encadré d'autres. Donc, c'est un peu mes petits-enfants. Dites-nous, oui. Les yeux dans les yeux, tel qu'on est parti, vous qui avez l'expérience de ces élections, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait des élections en 2023? On doit tout faire pour avoir des élections en 2023. Parce qu'il faut créer une culture démocratique où les élections ont lieu à temps et des élections de bonne qualité. C'est très important, ça donne confiance dans le processus et même ça montre qu'il y a des avancées démocratiques. C'est pour ça que j'ai insisté tout au long de notre entretien que nous devons recadrer les choses, nous devons éviter les polémiques inutiles, nous devons éviter de passer par des dénigrements, des choses comme ça. Nous devons par contre réfléchir sur les enjeux qui sont les nôtres en tant que nation, parce que la nation est en danger. C'est ce qui s'est passé ces dernières années, c'est assez sérieux. Donc il nous faut nécessairement avoir des élections dignes de ce nom, où le choix des électeurs compte. En 2023. En 2023, il est vraiment nécessaire que nous puissions rassembler. Il faut que personne ne soit laissé de côté. Ça, c'est important. Et puis enfin, il faut que nous arrivions à faire de nos élections une occasion de célébrer la démocratie. Il ne faut pas qu'au moment des élections, les gens fuient le pays, traversent à Brazzaville et ne reviennent qu'après. Ça tue l'élan. Il faut que ça soit une célébration. Je vais juste un petit mot pour vous dire qu'en Afrique du Sud, au moment d'annoncer les résultats, ils invitent les gens, il y a un orchestre, il y a la nourriture, les gens célèbrent. Le président de la commission électorale ne vient pas dans un char de combat. Il vient, il lit et tout le monde applaudit. Et ceux qui ont des problèmes vont recourir à la justice, mais au moins on célèbre la démocratie. Nous devons arriver là. Nous avons les talents pour ça. On doit nécessairement faire de la démocratie, des élections, une occasion de célébrer la démocratie. Pourquoi désigner les animateurs de la CENI